Bonjour à toutes et à tous. Je ne vois pas les gens chez eux, donc je parle à la foule ici. Donc c'est vous qui me donnez la rétroaction. Et je vais essayer de faire ça comme ça. Je me suis dit que je vais faire ça un petit peu plus complexe pour moi aujourd'hui. Donc j'ai les diapos en anglais, je vais parler en français. Les deux ne sont pas ma première langue, donc on va voir si j'ai réussi. Et d'habitude, les gens qui ne sont pas là la première fois, d'habitude, je donne des bonbons aux participants. Mais là, aujourd'hui, parce on est à midi, on va manger notre dîner, on ne va pas manger des bonbons à midi, donc il n'y a pas de bonbons aujourd'hui. Donc, je vais parler du trouble de l'odorat dans la maladie de Parkinson. Est-ce que ça pourrait servir comme un marqueur de dépistage précoce? Et ma présentation, elle a comme des sections ici. Bonjour. Des sections ici. Salut. Je vais parler un petit peu de la maladie de Parkinson. Après ça, je vais parler un petit peu de l'odorat, du trouble de l'odorat dans la dégénérescence, la neurodégénérescence. Et évidemment, on va se concentrer sur la maladie de Parkinson, mais il y aurait aussi la maladie d'Alzheimer sur laquelle on travaille, pour laquelle je pourrais revenir, donner une autre conférence si ça vous intéresse. Puis après ça, je vais parler de nos travaux sur la recherche d'un marqueur spécifique à la maladie de Parkinson. Et finalement, je vais parler un petit peu des études, vers où on veut s'aller avec ces études-là. Donc, la maladie de Parkinson, et encore, je m'excuse d'avance si c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais je me suis dit, il y a toujours des spécialistes, puis il y a des gens qui entendent ça pour la première fois, donc on va faire une petite revue des connaissances de la maladie. Parkinson a été décrite pour la première fois par un médecin anglais, James Parkinson, en 1817, donc ça fait déjà quelques années. Lui, il décrivait ça comme un shaking palsy, donc une paralysie tremblante, et c'est toujours ça à quoi on pense lorsqu'on pense à la maladie de Parkinson, le tremblement des patients. On sait aujourd'hui qu'il y a plein de patients qui souffrent de la maladie de Parkinson qui n'ont pas le tremblement comme symptôme principal. On estime que 60 à 70% des patients ont vraiment ce tremblement. Il y a d'autres, ce qui est vraiment typique au niveau de l'atteinte motrice, c'est la bradykinésie, donc la réduction en mouvement. On connaît le Parkinson Shuffle, donc la démarche typique des patients avec un Parkinson avancé qui ne bougent, qui ne balancent pas leurs mains, qui font de petits pas, le visage en masque, qui bougent comme ça. Lentement, on les voit des fois sur la rue, donc là, on voit ça de loin, mais typiquement, ce n'est pas tout le monde qui a cette symptomatique impressionnante. C'est une maladie dégénérescente, dégénérative progressive, c'est-à-dire que ça commence, puis on ne peut pas faire grand-chose, ça devient de pire en pire. Et ici, je dis, ça affecte principalement le système moteur, mais ça, c'est dans la description originale, parce qu'on sait que ça passe par la voie motrice, mais on va voir qu'il y a d'autres symptômes qui viennent avant, qui ne sont pas nécessairement moteurs, et à la fin de la maladie, il va avoir une dégénérescence généralisée qui va inclure aussi la démence. Donc, il peut avoir des patients avec la maladie de Parkinson qui vont devenir déments. Ce qui est vraiment la cause de la maladie, c'est cette accumulation d'une protéine dans le cerveau, dans les neurones du cerveau, de alpha-synucléine, et on appelle ces agrégats les corps de Lewis. Et typiquement pour le début de la maladie, donc les symptômes moteurs, c'est donc une dégénérescence des neurones dans la substance noire, dans le mésencéphale, qui entraîne une dysrégulation d'une boucle striatale dans le mouvement volontaire et qui se manifeste par des symptômes moteurs. On estime que c'est à peu près 1% des personnes de 60 ans et plus, et à 80 ans, c'est 4% des personnes qui sont affectées par la maladie de Parkinson. Donc, c'est la deuxième, la plus importante des maladies neurodégénératives. La première, c'est la maladie d'Alzheimer, bien sûr. À date, on a seulement des thérapies symptomatiques disponibles. Il y a de plus en plus de recherches avec des biologicals où on essaye de s'attaquer vraiment à la problématique des bases. Donc, peut-être dans les années à venir, on va voir d'autres interventions qui peuvent avoir une approche curative, mais à date, les thérapies sont seulement symptomatiques. Ce que vous voyez ici, à votre gauche,
c'est un tronc cérébral d'une personne en santé aussi décédée, mais pas décédée avec la maladie de Parkinson. Et à votre droite, vous voyez un tronc cérébral d'une personne avec la maladie de Parkinson. Et ce qu'on peut voir à la gauche, c'est ici vraiment cette substance noire. Donc, c'est au niveau du mésencéphale un ensemble de neurones qui apparaissent noirs parce qu'ils contiennent du fer. Le fer est oxydé, donc ça apparaît noir. Et si on fait une coupe, et à droite, vous voyez, on peut peut-être voir un soupçon de cette substance noire, mais très clairement, elle n'est pas si noire comme à gauche. Et en bas, vous voyez donc cette accumulation, une représentation de cette accumulation des protéines qui, au début, sont pliées d'une façon erronée. Ça va faire en sorte qu'ils ne peuvent pas être métabolisés, ils vont s'accumuler en oligomères et finalement ils vont former des fibrilles et à l'intérieur du neurone des corps de Lewy, ce qui va entraîner, donc il y a de plus en plus de corps de Lewy, à un moment donné c'est trop pour la cellule, pour le neurone, puis il va dégénérer. La maladie de Parkinson, elle est intéressante, vous voyez ici des stades typiques du progrès de la maladie. Donc à votre gauche, vous voyez 3 cerveaux. À votre gauche, vous voyez un cerveau qui est vraiment dans un stade précoce de la maladie de Parkinson. Donc ça, c'est avant l'apparence des symptômes moteurs. Donc c'est avant l'apparence de dégénérescence au niveau de la substance noire. Et ce que vous pouvez voir, donc plus foncé, ça veut dire plus affecté, que la maladie commence donc avec une atteinte à 2 régions spécifiques. Une fois le bulbe olfactif, donc une région du traitement olfactif vraiment très tôt dans le développement, et une autre dans le nerf, dans le noyau du nerf vague, qui également se retrouve dans le tronc cérébral, mais un petit peu plus bas dans le pont. Et ça, c'est intéressant pour 2 raisons. La première raison, c'est que dans ces stades-là, on n'a pas encore des symptômes moteurs, mais on a d'autres symptômes qui sont très peu spécifiques. Donc, le bulbe olfactif, bien sûr, il est impliqué dans le traitement de l'information olfactive. Donc, si on a une atteinte au niveau du bulbe olfactif, on va avoir un problème à sentir des odeurs. Et le nerf vague est responsable pour l'innervation parasympathique de nos viscères. Donc, une atteinte à ce niveau-là va entraîner d'autres symptômes plutôt au niveau des viscères, comme la constipation. Encore, c'est un symptôme qui est très peu spécifique parce qu'il y a plein de raisons, il y a plein de monde qui souffre de constipation, il y a plein de monde qui souffre aussi du trouble de l'odorat et ce n'est pas tout le monde qui va avoir la maladie de Parkinson plus tard. Donc c'est vraiment important de souligner ça. Ce n'est pas parce qu'on sent rien qu'on va avoir une maladie neurodégénérative, ce n'est pas parce qu'on a la constipation qu'on va développer la maladie de Parkinson. La deuxième raison pourquoi c'est intéressant, c'est parce que ça pourrait nous informer sur la cause de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce qui cause? Pourquoi on a cette accumulation des protéines qui sont pliées de la mauvaise façon? Pourquoi ça arrive? Et on ne le sait pas. On ne le sait pas encore, mais il y a une théorie qui suggère, une hypothèse qui suggère qu'il y a un agent, et on ne sait pas c'est quoi, mais qui rentre à l'intérieur de notre organisme, qui rentre à l'intérieur de notre corps par soit la voie aérienne, donc par l'inspiration, et donc va entrer le système nerveux central par l'épithélium olfactif et ensuite dans le bulbe olfactif et ainsi de suite, ou par ingestion. Donc on va ingérer quelque chose qui va être transporté dans les intestins, finalement va entrer dans le nerf vague et va être transporté par le nerf vague vers le tronc cérébral. Le cerveau au milieu, ça c'est vraiment l'atteinte autour du moment du diagnostic. Donc, à ce moment-là, il va avoir une apparence des troubles de sommeil qui sont très bien étudiés ici. Donc, le trouble comportemental du sommeil paradoxal, TCSP, en anglais REM Sleep Behavior Disorder, RBD, en cours. Donc, à ce moment-là, on va avoir une atteinte, évidemment, des neurones toujours dans le tronc cérébral, mais des neurones dans la substance noire. Et la dispersion de ces protéines continue. Donc, il va y avoir, si on peut dire ça entre guillemets, une infection d'autres neurones qui vont au-delà de ces neurones dopaminergiques. Et vous voyez à votre droite
qu'il y a la dégénérescence continue dans d'autres régions du cerveau. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir d'autres symptomatiques comme une dysfonction cognitive et émotionnelle qui va se terminer par une démence. Donc ça, c'est le progrès typique de la maladie de Parkinson. Et ce que je vais raconter ici, c'est vraiment à quel moment peut-on par exemple, tester l'odorat dans le stade vraiment très, très précoce pour déterminer si quelqu'un a un trouble de l'odorat qui pourrait être en lien avec la maladie de Parkinson. Il faut souligner qu'à ce moment-là, il n'y a pas encore la maladie de Parkinson. Donc là, on est chez les personnes qui sont à risque de développer la maladie de Parkinson. Est-ce qu'on serait capable de faire des tests de l'odorat pour prédire avec une certaine précision qui va développer la maladie de Parkinson plus tard? Évidemment, ça vient avec certaines questions éthiques, parce que, disons que nous, on a du succès, puis on peut dire avec 100% de précision, mais toi, tu vas avoir la maladie de Parkinson dans 20 ans. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la personne si on n'a pas d'intervention? Donc, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui, mais il faut garder ça en tête. Donc, avant de regarder tout ça, il faut comprendre le système olfactif, comment l'odorat fonctionne. Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, nous pouvons distinguer des billions d'odeurs différentes. Donc, en fait, je dis billions, bien sûr, ici c'est billions, c'est plutôt un milliard, mais il y a eu un papier dans la revue Science, il y a, je dirais, une bonne dizaine d'années où les chercheurs disaient qu'on pouvait distinguer 1 billion d'odeurs, a trillion of odors. Et ce papier a été critiqué après, parce qu'évidemment, il n'y a personne qui a testé toutes ces odeurs-là, et ont fait une extrapolation, puis ils ont pris quelques courts-circuits à certains moments. Donc peut-être le vrai chiffre, ce n'est pas 1 billion, peut-être c'est juste 100 milliards, peut-être c'est juste 10 milliards, mais c'est un nombre extrêmement élevé. Donc nous pouvons distinguer plein d'odeurs différentes, même des substances, des nouvelles substances qui ont été synthétisées pour la première fois. Ils vont avoir une odeur. On ne peut pas prédire quelle odeur ils vont avoir, mais on peut prédire qu'ils vont avoir une odeur. Donc c'est vraiment magnifique. Puis encore, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'odorat, vous pouvez m'inviter, je vais donner une conférence sur l'odorat, puis à ce moment-là, je donne des bonbons. C'est promis. Donc, l'odorat, comment ça fonctionne? C'est qu'on inspire l'air de notre environnement. Je fais une contraction du diaphragme, ça crée une pression plus basse à l'intérieur de mes poumons. Donc, l'air va être aspiré et l'air peut juste passer soit par la bouche ou par le nez. Si je ferme la bouche, ça va passer par le nez. Donc, l'air va entrer dans notre cavité nasale, va descendre vers le pharynx, les larynx, et dans la trachée, etc. Et à l'intérieur de cet air, on a plein de substances volatiles, donc de substances organiques qui ont certains critères. Donc, ils doivent être volatiles, elles doivent être d'une certaine taille, pas trop grande, pas trop petite, mais si elles remplissent ces critères-là, elles vont rentrer en contact avec des récepteurs qui se retrouvent dans le neurone olfactif, dans l'épithèle olfactif, dans la partie supérieure de la cavité nasale. Donc, ce que vous voyez sur cette image, qu'on voit très souvent, c'est l'ensemble des accents de ces neurones. Donc, ce sont des fibres nerveuses qui connectent donc l'épithélium olfactif avec le cerveau. Donc, qu'est-ce qu'on peut observer? Mais premièrement, c'est quand même pas tout le nez, mais c'est juste la partie supérieure du nez, mais c'est quand même un espace relativement grand dans lequel on a ces récepteurs olfactifs qui nous permettent de sentir les odeurs. Ensuite, vous voyez que ces fibres passent par l'os, à peu près ici. Vous voyez qu'ils passent par l'os, et ça, c'est un endroit d'une certaine faiblesse des résistances qui est intéressant, surtout dans le traumatisme crânio-cérébral. Là, il y a un sécoulement du cerveau à l'intérieur de la boîte crânienne, et ces petites fibres qui sont prises dans l'os peuvent déchirer si ça bouge trop, mais encore une autre présentation. Mais la structure que vous voyez en grand ici, ça c'est le bulbe olfactif. Et le bulbe olfactif, comme j'ai mentionné tantôt, c'est un endroit dans le traitement olfactif, dans un endroit où il y a un transfert d'informations entre différents neurones. Et ça, c'est la première étape du traitement olfactif vers le cerveau. Et comme je le mentionnais tantôt, c'est un endroit où on voit déjà des corps de Louis
très tôt dans le développement de la maladie. Et vous voyez aussi que ce bulbe olfactif, il est très proche de l'extérieur, hein, parce que ça, ici, à l'intérieur de la cavité nasale, nous avons l'air, toutes les cochonneries de notre environnement qui rentrent là. Donc, c'est un neurone, donc on peut s'imaginer que quelque chose pourrait entrer ici. Par ailleurs, dans la COVID, on a étudié est-ce que le virus, le SARS-CoV-2, peut entrer dans le système nerveux central par cette voie-là. La réponse n'est pas très, très claire, mais peut-être on va voir dans 5, 10, 15 ans des problèmes, des dégénérescences causées par ces virus-là, causées par l'accumulation à l'intérieur de cette voie-là. Donc là, vous voyez ceci. Là, donc là, on a vu un petit peu le nez. Maintenant, comment les odeurs peuvent entrer à l'intérieur du nez? Mais bien sûr, si j'ai une source d'odeur, disons que j'avais une belle tisane ici, j'inspire, là, il y a des molécules qui vont entrer à l'intérieur de mon nez avec cette inspiration. Mais ça, ce n'est pas la seule voie d'accès. Ça, c'est l'odorat orthonasal, comme ça. Il y a une deuxième voie d'accès qui, probablement, est aussi importante que la première. Et cette deuxième voie, c'est l'odorat rétronasal. Et ça a lieu lorsque nous avons la source de la stimulation olfactive à l'intérieur de notre bouche, comme lors de l'alimentation ou dans la consommation de boissons et de la nourriture. Donc là, on a la source de l'odeur à l'intérieur de notre bouche, on ferme la bouche, mais les odeurs peuvent entrer par le pharynx, par le oropharynx, nasopharynx. Ici, peuvent entrer et peuvent stimuler les récepteurs olfactifs dans la partie supérieure du nez. Et ça, c'est très important parce que ça joue le rôle le plus important dans la perception des flaveurs. Les gens qui perdent l'odorat, ils vont très souvent pas se plaindre de ne plus sentir les roses et les parfums, mais ils vont se plaindre que la bouffe ne goûte plus rien. Mais si on explore un petit peu davantage, ils vont dire « Ah oui, le salé, le sucré, je peux toujours le goûter parce que ce sont ça les qualités gustatives, mais j'ai un petit peu le problème avec des goûts fins. » Mais ce qu'on appelle les goûts fins, en fait, c'est les flaveurs qui sont principalement causés par la perception olfactive. Et si on perd l'odorat, mais on va perdre cette composante de la perception sensorielle lors de la dégustation d'un aliment. Donc, le trouble de l'odorat est relativement commun. Même avant la COVID, on estime qu'il y avait à peu près 20% de la population qui avait un trouble de l'odorat. On peut distinguer des troubles quantitatifs et qualitatifs. Quantitatif, ça veut dire je sens moins ou je sens rien du tout, tandis que qualitatif, ça veut dire je sens quelque chose, mais ça ne sent pas ce qu'il faudrait. Donc la vanille, ça sent plus la vanille, mais ça sent le caoutchouc brûlé. Et tout ce qui contient de la vanille va sentir le caoutchouc brûlé. Et tout ce qui goûte la vanille, entre guillemets, va goûter le caoutchouc brûlé. Et ça, c'est évidemment problématique. Puis on l'a aussi vu très souvent dans la pandémie. Donc, l'anosmie, c'est la perte complète de l'odorat. L'hyposmie, c'est une perte partielle, donc une réduction de la perception olfactive, tandis que la parosmie, c'est cette distorsion de la perception olfactive. Et ça affecte 20% de la population. Peut-être après la pandémie, même plus. On a fait une étude à l'Institut Karolinska en Suède où on a vraiment suivi, puis on a vu que dans un an après une infection à la COVID, là, le taux ou la prévalence d'un trouble de l'odorat avait doublé. Maintenant, on ne sait pas, là, il y a plein de virus, etc., mais il y a probablement beaucoup de monde qui ne peuvent pas sentir. Et vous voyez également sur la diapo les différentes causes d'un trouble de l'odorat. On a la rhinosinusites chronique. On a une infection virale. Donc, ce n'est pas juste la COVID, il y a aussi d'autres virus qui peuvent causer ça. On a un traumatisme crânio-cérébral. On a des pertes de l'odorat où on ne comprend pas trop pourquoi, on ne trouve pas une cause. Et il y a les maladies neurodégénératives. Donc, il y a plein de causes pour lesquelles on peut perdre l'odorat. Et ça ne veut pas dire parce qu'on ne sent rien qu'on va avoir une maladie neurodégénérative. Mais évidemment, c'est aussi un problème si on veut faire un dépistage précoce, parce que peut-être quelqu'un pourrait avoir juste des polypes, une allergie chronique. Ça a causé une rhinosinusite chronique, rien à voir avec des maladies neurodégénératives. Donc, si on veut faire vraiment un dépistage précoce, il faudrait trouver une méthode qui nous permet de distinguer un trouble de l'odorat causé par la maladie de Parkinson de tous les autres
troubles de l'odorat, causés par toutes les autres conditions qu'on a ici. Donc, regardons maintenant un petit peu le trouble de l'odorat dans la maladie de Parkinson. Est-ce que c'est quelque chose de commun? Voilà. Donc, ici, je vous montre une étude que j'ai faite avec des collègues pendant ma sabbatique de recherche que j'ai faite en 2022-23. Je suis allé en Europe, 6 mois en Suède. Donc là, on a fait l'étude à Karolinska que j'ai mentionné. Et ensuite, on était pendant 6 mois en Italie. Et là, je suis tombé sur un groupe de recherche qui suit une cohorte qui sont extrêmement bien caractérisées dans une vallée au nord de l'Italie. Et ils ont fait plein des tests et des prises des données chez ces participants-là. Entre autres, ils ont également fait un test de l'odorat. Un test de l'odorat, l'identification de l'odorat. Puis là, on a pris tout ce bon monde-là, il y avait à peu près 10 000 personnes, et on a exclu tout le monde qui avait, au moment du test, le nez bloqué. Parce qu'évidemment, si tu as le nez bloqué, tu ne peux pas vraiment faire ce test-là. Donc là, on avait environ 6 000 adultes qui avaient la respiration normale pendant le test. Puis après ça, on est allé voir quels sont les facteurs dans cette cohorte qui expliquent une réduction de l'odorat, un score moins élevé dans l'identification des odeurs. Donc là, vous voyez, les premiers 3, c'est l'âge, le sexe, l'éducation. C'est quelque chose qu'on connaissait déjà. Les plus jeunes sont meilleurs, les femmes sont meilleures que les hommes. Ceux qui sont plus éduqués ont de meilleurs scores, peut-être parce qu'ils connaissent plus les odeurs et les descriptions dans le test. Il y avait différents facteurs du style de vie, comme le tabagisme et la consommation de l'alcool. Ça, c'est intéressant. Ceux qui ne boivent pas du tout ont un pire odorat que ceux qui boivent modérément. Et ça, c'est en Italie. Modérément, c'est pas très modéré. Mais ce que vous voyez en bas ici, les 3 prochains facteurs sont ceux qui nous intéressent, parce que ceux qui ont un historique d'un traumatisme crânio-cérébral ont des scores moins élevés. Ceux qui, dans le cadre de toute cette évaluation, ont rempli un questionnaire où le score, où ils avaient un risque plus élevé. Il n'y avait pas de patients avec le Parkinson, mais ils avaient un risque plus élevé d'avoir la maladie de Parkinson. Il y avait quelques symptômes de la maladie de Parkinson. Et aussi ceux qui avaient des scores dans la mini-mental state qui correspondaient à un soupçon de démence. Là, je fais attention parce qu'il y a des neuropsychologues ici, donc je ne vais pas me promener trop, mais ils avaient un score réduit dans le mini-mental state. Donc, c'est qu'il y avait d'autres aussi, mais on a vu que donc là, même au niveau de la population, on pourrait observer ce genre d'effet de la maladie de Parkinson ou de la démence sur l'odorat. Ici, une autre étude que nous avons faite à l'époque avec Shadi, qui est maintenant chercheur ici. Là, il faisait son honors à l'Université de Montréal avec Sven Joubert. On a fait une méta-analyse, puis on a regardé une 70aine d'articles disponibles sur l'effet de la maladie de Parkinson et d'Alzheimer sur l'odorat. Et au lieu de regarder juste la tâche d'identification d'odeur, ça c'est ce qu'on typiquement fait, si on fait le test de l'odorat, on a regardé 4 tâches différentes. L'identification d'odeur, donc je te donne une odeur, tu me dis qu'est-ce que ça sent, typiquement avec de l'aide. Ou la discrimination d'odeur, je te donne 2 odeurs, tu me dis est-ce que c'est le même ou 2 odeurs différentes. Le seuil de détection, je te donne une odeur dans différentes concentrations, puis on va regarder à partir de quelle concentration tu es capable de le détecter. Ou la reconnaissance d'odeur. Je te donne une odeur, et 5-10 minutes plus tard, je te donne des odeurs, tu me dis est-ce que j'ai déjà senti cette odeur, oui ou non. Et ce qu'on voit ici, sur l'axe des Y, ça c'est la taille d'effet. La taille de l'effet est très très grande. Donc les 2 maladies affectent énormément toutes ces tâches olfactives. En noir, vous voyez la maladie d'Alzheimer, en gris, la maladie de Parkinson. Ce qui est peut-être moins surprenant dans la maladie d'Alzheimer, par exemple, c'est surtout l'identification et la reconnaissance des odeurs qui est affectée. Évidemment, ce sont des tâches qui impliquent la mémoire. Mais on voit aussi que les autres tâches qui ont une composante de mémoire relative moindre sont aussi affectées par la maladie de Parkinson. Mais maladie d'Alzheimer. C'est que vous voyez en gris pâle, la maladie de Parkinson affecte plus ou moins toutes les différentes tâches olfactives de la même façon, beaucoup plus uniforme. Donc ça nous donne une idée que peut-être ces 2 maladies-là affectent l'odorat, pas de façon uniforme, mais vraiment spécifique à la maladie.
On pourrait s'imaginer que la maladie d'Alzheimer, qui va affecter plutôt les centres de la mémoire du cerveau, va avoir un effet surtout sur des tâches olfactives qui impliquent la mémoire, tandis que le trouble de l'odorat, relié à la maladie de Parkinson, qui est probablement relié au bulbe olfactif, mais là, toute l'information qui se rend au cerveau va être atteinte, donc il va avoir une atteinte beaucoup plus uniforme. De plus, je pense que j'ai déjà mentionné ça, l'odorat est affecté très tôt dans le développement de la maladie de Parkinson, donc c'est ce qu'on veut montrer ici. Donc là, vous avez en vert, oubliez le cognitif, en vert, vous avez la fonction motrice du patient. À un moment donné, il va avoir une atteinte, mais ça va devenir de pire en pire. À un moment donné, il va aller chez le médecin, il va avoir le diagnostic. Ça, c'est la ligne verte. Mais son problème moteur va dégrader après. Mais en fait, le trouble de l'odorat, il se détériore 10 à 15 ans avant l'apparence des premiers symptômes moteurs. Donc là, on a cet intervalle ici qui est intéressant parce que si on est capable de détecter ici, voilà, on a quelqu'un qui a un trouble de l'odorat, à ce moment-là, on pourrait peut-être commencer à développer des interventions. Là, je vous montre une étude qu'on a faite en 2004, donc très historique, juste pour vous donner un petit peu une idée qu'est-ce qu'on aimerait faire. Donc, c'était dans une clinique spécialisée sur l'odorat en Allemagne. On avait des patients qui se sont pointés chez le médecin parce qu'ils ne sentaient plus. Donc là, on a regardé, est-ce qu'ils avaient eu un traumatisme crânio-cérébral, est-ce qu'ils ont une rhinosinusit chronique, est-ce qu'ils ont d'autres conditions qui pourraient expliquer leur trouble de l'odorat. On n'a rien trouvé. On appelle ça le trouble de l'odorat idiopathique. On avait une trentaine de patients. On les a envoyés chez le neurologue, puis le neurologue a fait une évaluation neurologique. Il n'a pas vu rien de particulier. Après ça, le neurologue, qui était un spécialiste de la motricité, a fait des examens un petit peu plus en profondeur. Puis là, chez 4 de ces 30 participants, on a vu quelques symptômes qui être un petit peu hors la norme. Ensuite, on a pris toutes ces 30 personnes-là, puis on a fait un ultrason du tronc cérébral. Sur un ultrason du tronc cérébral, on peut voir une dégénérescence au niveau de la substance noire, un changement au niveau de la substance noire, parce que l'écogénéité dépend de la présence ou non de ces neurones dopaminergiques. Puis là, chez 11 de ces 30 participants, on a vu des valeurs encore hors norme. Ce n'était pas pathologique, mais c'était hors norme. Et on a invité ces 11 patients, en fait, de faire un SPECT imaging où on peut vraiment regarder l'accumulation d'un traceur à l'intérieur de la substance noire. Il y en a un qui ne voulait pas participer. Et chez 5 de ces patients-là, on a vu des scores encore qui allaient dans une direction pathologique. Encore, ils n'avaient pas le Parkinson, mais il y avait, sur une trentaine, il y avait 5 patients qui étaient hors norme dans plusieurs tâches d'imagerie. Donc, ça, c'est un petit peu la façon qu'on s'imagine qu'on pourrait avancer, mais le problème, évidemment, là, on a 30 patients, 25 qui sont corrects, potentiellement, mais on leur fait peur quand même. Et sur ces 5-là, on a fait un suivi après. Moi, je n'étais plus là au laboratoire, mais de ces 5, il y en a 2 qui ont développé la maladie de Parkinson à l'intérieur de quelques années. Mais ça veut dire qu'on n'est pas très spécifique encore. Donc là, vous voyez toute la problématique. Mais ça, c'est un petit peu l'idée qu'on avait en tête. Donc maintenant, je vais parler un petit peu de nos études que nous avons faites dans les dernières années pour voir, dans notre recherche, dans notre quête, pour un marqueur spécifique à la maladie de Parkinson. Et là, il faut que je fasse un petit détour. Donc, je vais expliquer le système trigéminal. J'ai parlé de l'odorat, j'ai parlé du goût, mais il y a un troisième sens qui nous permet de percevoir notre environnement chimique. Et ça, c'est le système trigéminal, qui est relié au nerf trijumeau, le 5e nerf crânien, et ce système nous permet de percevoir le piquant du poivre, la fraîcheur de la menthe, etc. Donc, c'est un système chimiosensoriel parce qu'on a des substances encore chimiques qui vont relâcher par la source, qui vont stimuler certains récepteurs à l'intérieur des muqueuses de notre bouche et de notre nez, mais qui ne sont pas reliés à l'organe du goût, qui ne sont pas reliés à l'odorat, mais qui vont stimuler ces neurones sur le nerf crânien 5 et qui vont nous transmettre cette information-là. Donc, là, vous voyez une série d'herbes et épices qui vont évoquer une sensation trigéminale, comme par exemple l'eucalyptus, c'est frais, la menthe poivrée, elle est fraîche, le poivre, il
pique un petit peu, brûle un petit peu. Le piment fort, ça brûle, ça fait mal. Le wasabi ou le rein fort, c'est encore une sensation qui est différente des autres. Le gingembre, l'ail, qui sont plutôt encore un petit peu plus piquants, brûlants. Et on a fait beaucoup de recherches sur ce système sensoriel-là. On a découvert des récepteurs. Il y a même eu un prix Nobel pour la découverte de ces récepteurs-là, parce qu'on les retrouve partout dans notre corps. Ce n'est pas juste relié à ce système-là. Mais ce système est intéressant parce que c'est un troisième système chimiosensoriel. Et normalement, lorsqu'on perd notre odorat, on perd également la sensibilité trigéminale. Donc, ça veut dire que les gens qui perdent l'odorat vont aussi devenir moins sensibles à la fraîcheur de l'amande, vont devenir moins sensibles au piquant des piments forts. Ce que vous voyez ici en bas, ça c'est moi, encore, je pense il y a 25 ans, 30 livres de moins, ou 30 kilos de moins, et aucun cheveux blancs, mais ouais, qu'est-ce que tu veux. Et là, je vous montre un test du système trigeminal que nous faisons au laboratoire. Et pour tester le système trigeminal, on donne une odeur qui stimule le système trigeminal dans une narine, et dans l'autre narine, on donne juste un solvant qui n'a pas d'odeur. Et on n'est pas capable de localiser la stimulation de l'odeur, sauf si l'odeur stimule le système trigeminal. Donc, si je vous donne la vanille, par exemple, dans la narine droite et juste de l'air dans la narine gauche, vous n'êtes pas capable de dire que c'était la droite qui a été stimulée. Mais si je fais ça avec l'eucalyptus, vous êtes capable de le faire. Et là, à votre droite, vous voyez des résultats encore de 2004, une vieille étude, où on a fait ce genre de test avec des patients qui ont perdu l'odorat. Donc, vous voyez les patients en gris pâle et les contrôles, donc avec un odorat normal, en noir. Avec deux odeurs, eucalyptol, qui sent l'eucalyptus, benzaldéhyde, qui sent l'amande, mais qui a un petit effet brûlant. Et ce que vous voyez, c'est que ça, c'est le score dans le test trigéminal chez les contrôles et chez les patients. Et ce que vous pouvez voir, sans doute que les patients qui ont perdu l'odorat, ils sont allés à la clinique parce qu'ils ont perdu l'odorat. Ils ont également perdu cette sensibilité, ou beaucoup de cette sensibilité trigéminale, tandis que les contrôles sont beaucoup meilleurs. Donc, il y avait une vieille étude de 96 où il y avait quelques indices. Donc, on s'est dit, ce serait peut-être intéressant de regarder ça chez des personnes avec la maladie de Parkinson. Et ça, maintenant, je vous montre une série d'études qui ont été faites par mon ancienne étudiante Cécilia Tremblay, qui est maintenant postdoc au Douglas, ici à Montréal. Donc là, on s'est dit, c'est bien correct de comparer des personnes avec la maladie de Parkinson avec des gens en santé, donc qui ont un odorat normal, mais ça, on le sait qu'ils vont être réduits. Ce qui est intéressant, c'est de comparer des patients avec la maladie de Parkinson avec d'autres personnes qui ont perdu l'odorat, mais pas à cause de la maladie de Parkinson, à cause d'une autre condition qu'on connaît. Donc là, vous voyez, on a fait un test de l'odorat chez ces trois groupes-là, donc en blanc, les contrôles en santé, personnes âgées, en gris, des personnes avec la maladie de Parkinson, et en noir, et en gris, donc ça, c'est Parkinson, et NPOD, ça veut dire Non-Parkinsonian Olfactory Dysfunction. Donc des personnes qui ont perdu l'odorat, mais à cause de quelque chose, une autre condition qui est connue. Donc là, vous voyez que les deux ne se distinguent pas. Donc il n'y a pas de différence entre les deux. On a fait le test du système trigéminal, et vous voyez ici que les contrôles sont meilleurs que les personnes qui ont perdu l'odorat. Donc, c'est une réplication de l'étude que je viens de vous mentionner. Mais si on a testé les personnes avec la maladie de Parkinson, vous voyez que les personnes avec la maladie de Parkinson sont égaux au contrôle, même peut-être un petit peu supérieurs au contrôle. Donc là, on a maintenant, si on combine les résultats des deux, du test olfactif et du test trigéminal, on aurait peut-être cette empreinte digitale qui est typique pour la maladie de Parkinson, mais ça, c'était une première étude comportementale. On a fait une autre étude, et je vous montre ceci. Donc là, on a donné, je pense que c'est une dizaine de différentes odeurs, donc la vanille, la rose, fromage parmesan, vous le voyez ici, aux participants contrôle et aux participants souffrant de la maladie de Parkinson. Puis on les a demandé d'évaluer ces odeurs sur différentes échelles. Donc, on a demandé, par exemple, au niveau de l'agréabilité, de la comestibilité,
de la familiarité et on a assumé que ça sont des dimensions olfactives. Puis on a également demandé de nous dire sur une échelle, est-ce que les odeurs étaient frais ou froids, est-ce que les odeurs étaient chauds ou brûlants, et est-ce qu'ils étaient piquants ou irritants. Et ce que vous voyez ici sur cette image, que les dimensions olfactives, là je vous montre une dimension olfactive, la familiarité. Donc les patients Parkinson sont à l'intérieur, les contrôles à l'extérieur. Vous pouvez voir qu'il y a une différence au niveau des dimensions olfactives entre les deux patients. Tandis que donc, les trois en haut, vous voyez une différence entre les deux lignes, tandis qu'en bas, dans les dimensions trigeminales, il n'y a pas de différence entre les patients avec la maladie de Parkinson et les contrôles. Donc ça va un petit peu dans la même direction. Ensuite, on est allé faire plusieurs études électrophysiologiques. Donc, on a essayé de voir vraiment tous les traitements du système trigeminal, de la périphérie jusqu'au cerveau, pour voir est-ce qu'il y a une différence entre les trois groupes qui nous intéressent. Donc, les contrôles, les personnes avec la maladie de Parkinson et ceux qui ont perdu l'odorat à cause d'une autre fonction, donc une autre condition. Donc là, on a par exemple fait une mesure périphérique. Donc là, on met une électrode sur la muqueuse nasale, pas olfactive, mais la muqueuse respiratoire, celle qui va répondre dans le système trigeminal. Et là, on mesure la réponse à des stimulations. Et ce que vous pouvez voir ici, encore, là, il y a les contrôles qui sont différents des personnes qui ont perdu l'odorat. Donc, c'est encore quelque chose qu'on a répliqué. Mais les personnes avec la maladie de Parkinson sont plutôt similaires aux contrôles. Donc, on pourrait, en théorie, mesurer la réponse dans le système trigeminal en la périphérie, puis on voit une différence entre les personnes qui ont perdu l'odorat à cause de la maladie de Parkinson ou à cause d'une autre condition. Ensuite, on a également fait mesurer la réponse centrale à l'aide de l'EEG avec des potentiels évoqués. Je ne veux pas entrer dans les détails, ce que j'aimerais que vous reteniez ici, c'est qu'on a encore vu donc, les trois groupes ici, mais là, on a même vu une différence entre les personnes parkinsoniennes contre les personnes qui ont un trouble de l'odorat. Donc là, ça se dessine un petit peu avec différentes méthodes. On peut voir une différence entre ces deux groupes-là. Finalement, on a également fait on a regardé les patrons dans l'imagerie fonctionnelle. Et là, c'est relativement compliqué. Ce que j'aimerais que vous reteniez, donc on a fait un resting state, on a demandé aux personnes, aux participants d'identifier des odeurs. Identifier des odeurs, ça c'est une tâche olfactive, ou localiser des odeurs, ça c'est une tâche trigeminale. Et ce qu'on peut voir dans la modularité, et on pourrait en discuter qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est une mesure que nous avons sortie de ça. On peut voir que là on ne voit pas très bien, mais les personnes avec la Parkinson, dans la tâche d'identification, dans la tâche de localisation, ils se distinguent de deux autres groupes de participants. Donc là, ça veut dire qu'au niveau du comportement, au niveau de la mesure électrophysiologique périphérique, au niveau de la mesure électrophysiologique centrale et au niveau de la neuroimagerie fonctionnelle, on voit des différences entre ces trois groupes-là. Et là, nous pensons qu'il y a quelque chose où on pourrait distinguer les sous-groupes, donc avoir vraiment ce patron spécifique. Nous avons proposé un modèle d'interaction entre les deux sens, et c'est un petit peu ce qu'on a discuté, Louis, tantôt. Donc, juste très, très rapidement, dans ce papier, nous avons essayé d'intégrer toutes ces informations ensemble, puis je vais vous expliquer un petit peu en détail qu'est-ce qu'on veut faire, mais sans aller trop dans les détails. Donc, chez les contrôles, est-ce que ça va si je vais là ou... Non. Donc, je vais faire ça comme ça. Est-ce qu'on voit? Non. Voilà. Donc, ça, c'est chez les contrôles. Vous voyez, donc là, il y a le système olfactif avec le bulbe olfactif qui va transmettre l'information au centre du cerveau qui sont responsables pour le traitement olfactif. Chez les personnes, ensuite, ça, c'est le système trigeminal. Donc, on a les récepteurs périphériques ici. Ça va envoyer au centre du cerveau responsable pour le traitement trigeminal. Il va avoir une influence mutuelle. Ici, il va avoir des centres d'intégration multisensorielle qui vont stimuler. Il y a probablement aussi une rétroaction du bulbe olfactif vers la périphérie du système trigeminal, ce que nous avons vu dans des études antérieures. Donc, chez les personnes qui ont perdu l'odorat à cause d'une atteinte de leur épithélium olfactif, sinusite chronique ou une infection virale, etc., il va avoir une atteinte au niveau
périphérique, donc ici vous voyez ça, olfactif, donc ça va entraîner des conséquences, tandis que dans la maladie de Parkinson, l'atteinte, l'impact va probablement avoir lieu au niveau du bulbe olfactif. Donc tout ça va entraîner des conséquences qui fit avec ce que nous avons observé, mais qui va aussi nous permettre de développer des hypothèses sur d'autres phénomènes et on peut les tester. Et on a fait ça un petit peu dans la suite. Donc là, par exemple, on est allé voir le bulbe olfactif encore chez ces trois groupes-là. Et là, nous avons vu que le bulbe olfactif, il est réduit dans les deux groupes des patients avec une perte de l'odorat, parkinsonien ou non parkinsonien, par rapport au contrôle. Mais si on a juste regardé la taille, on n'a pas pu voir une différence. Mais lorsque nous avons analysé les images de neuroimagerie structurelle avec des approches d'apprentissage automatisé, on peut aussi voir qu'il y a des différences entre les deux groupes-là. Donc, il y a une différence au niveau de la structure du bulbe olfactif et autour le bulbe olfactif. Nous avons également regardé, ça c'est quoi? Non, ça c'est la même étude, donc là on a vu cette différence-là. On a également regardé l'intégrité des tracts de matière blanche qui connectent les différents centres. Et encore, ça fit bien avec nos hypothèses que nous avons proposées à partir de ce modèle-là. Donc là, nous pensons qu'on est arrivé à un endroit où on peut vraiment avoir une atteinte chimiosensorielle typique pour la maladie de Parkinson. Je dis chimiosensorielle parce que ce n'est pas juste olfactif, mais c'est vraiment l'olfactif et le trigéminal ensemble. Maintenant, quelles sont les prochaines étapes qu'on aimerait faire? Donc, un des problèmes que nous avons avec notre méthode, avec la latéralisation, c'est que ça prend énormément de temps. Le test comportemental, avec la stimulation une narine à la fois, une narine droite et la narine gauche, une qui reçoit la stimulation trigéminale. Après ça, il faut attendre pour ne pas s'habituer. Donc, il faut attendre 40 secondes, puis après ça, on répète. On répète tout ça 40 fois, donc ça prend une demi-heure. Donc, c'est énormément long. Donc, nous sommes en train de développer des méthodes qui nous permettraient de faire une évaluation comportementale du système trigéminal, pas à l'intérieur d'une demi-heure, mais peut-être à l'intérieur de 5 minutes. Et on a commencé nos études ici à Sacré-Cœur, mais après ça, la pandémie est arrivée. La machine n'a pas fonctionné pendant 3 ans, toute l'expertise est partie. Donc, maintenant, on essaye de travailler sur ça. Une autre idée que nous avons, c'est de maintenant aller voir des personnes qui sont à risque de développer la maladie de Parkinson, comme les personnes avec un RBD, qui sont donc très tôt dans le développement de la maladie de Parkinson. Donc, c'est que nous aimerions savoir, est-ce qu'on trouve ce pattern parkinsonien chez les patients? Est-ce que, si on le trouve, est-ce que ça a une valeur prédictive? Est-ce que ça veut dire que bientôt, il va faire la conversion vers la maladie de Parkinson ou d'autres maladies du type du corps de Lewy? Donc, ça, c'est une autre approche que nous aimerions prendre, mais évidemment, si on a besoin de tester nos participants pendant 2h30, ça ne fonctionne pas parce qu'on ne peut pas avoir accès aux patients. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de développer davantage cette méthode-là. Un autre volet dans tout ça, c'est qui est plutôt, qui peut servir dans le diagnostic, mais c'est peut-être ça plus pour la qualité de vie des patients. Donc, l'odorat, le système trigéminal, donc le goût et les autres sens sont intégrés pour la perception des flaveurs, comme je l'ai mentionné tantôt. On est à midi, donc là, on a perçu peut-être quelques flaveurs. Donc, lorsqu'on perçoit des flaveurs, il y a vraiment un jeu orchestral, si on veut, des différents joueurs ici qui vont s'intégrer, qui nous donnent cette perception des flaveurs. Maintenant, on a vu que dans les différentes maladies, on peut perdre l'odorat, donc on perd le violon, le premier violon. Donc là, ça va sentir déjà un petit peu bizarre, mais le système trigéminal joue également un rôle dedans. Donc peut-être, au niveau de la perception des flaveurs, il y a des atteintes dans la maladie de Parkinson qui va amener à un changement dans leur régime alimentaire. Et ça, c'est problématique parce que les patients avec la maladie de Parkinson, ils consomment énormément d'énergie. S'ils tremblent, ça consomme l'énergie. Donc, ils mangent peu, ils ont la difficulté à avaler, ils consomment beaucoup d'énergie.
Donc, ils devraient se nourrir plus, mieux. Donc, on veut regarder un petit peu cette direction-là. Est-ce qu'on peut proposer certains changements au niveau de leur régime alimentaire pour rendre ça plus satisfaisant ou plus agréable, plus facile à manger? Mais aussi, est-ce qu'on pourrait, à partir, par exemple, d'évaluations de leur nourriture, déjà faire un dépistage précoce? Donc, si soudainement, quelqu'un commence à se plaindre que la nourriture goûte plus rien, mais est-ce que ça pourrait nous indiquer que ça pourrait être important de faire une évaluation? En plus, on a récemment fait un article, une méta-analyse, où on a regardé l'axe de olfaction, donc Parkinson, ghrelin, olfaction. La ghrelin, c'est une hormone produite par l'estomac qui contrôle notre faim, qui va nous permettre qui nous donne l'information d'avoir faim pour manger davantage. Et on sait que cette ghrelin-là change notre appréciation d'odeur. Donc, lorsqu'il y a beaucoup de ghrelin dans notre corps, on trouve les odeurs plus agréables. On connaît ça. Lorsqu'on a faim, ça sent vraiment bon. Et lorsqu'on a mangé beaucoup, on dit c'est vraiment assez, non, je ne peux plus, ça me rend malade. Mais dans la maladie de Parkinson, il y a une atteinte de cet axe-là. Donc, la ghrelin n'est pas produite à la même hauteur chez les personnes avec la maladie de Parkinson que chez les autres. Donc, ça va affecter aussi l'appréciation de leur capacité olfactive. Donc, j'ai un postdoc brésilien qui va commencer au mois de janvier, puis on veut vraiment travailler sur ça. On a aussi développé avec une étudiante de l'Inde, donc une étudiante indienne, ce test qui apparaît peut-être comme quelque chose pour consommer la drogue, mais c'est vraiment pour faire, donc chaque fois qu'on traverse les frontières, il faut qu'on prépare que c'est quoi. Mais c'est une méthode pour tester la rétro-olfaction, donc l'odorat rétronasal, orthonasal, avec la même méthode, parce qu'il n'a pas eu cette méthode-là. Donc, on veut investiguer tous ces différents aspects ensemble. En plus, et ça fait partie de la demande IRC que j'ai soumise il y a 2 semaines, on veut utiliser une nouvelle méthode qui a été développée à l'Institut Karolinska, que j'ai appris quand j'étais en Suède, qui est l'électrobulbogramme. Donc, c'est une méthode qui nous permettrait de mesurer l'activité du bulbe olfactif par des électrodes mises sur le front. Donc, à date, on peut mesurer la périphérie, donc on peut mesurer l'activité au niveau de la muqueuse respiratoire ou olfactive du nez avec des électrodes qu'on met là, et on peut mesurer l'activité cérébrale, soit avec l'IRMF ou avec l'EEG, mais on n'a à date pas eu une méthode pour vraiment mesurer l'activité dans le bulbe olfactif. Et ce que les chercheurs là-bas ont proposé, c'est qu'on peut, à l'aide de ces 4 électrodes ici, puis après ça, une reconstruction, c'est pas super évident, mais on peut mesurer l'activité dans le bulbe olfactif. Et ce papier-là, j'ai pas mis la référence. Dans ce papier, c'est pas le papier sur lequel j'ai participé, mais ils ont pu observer qu'il y a une différence entre les personnes en santé avec un odorat normal et les personnes souffrant de la maladie de Parkinson. Et ce que nous voulons faire maintenant, évidemment, c'est de mesurer ça, mais comparer des personnes avec la maladie de Parkinson avec d'autres personnes qui ont perdu de l'odorat pour voir est-ce qu'on peut trouver un signal spécifique au niveau de ce signal-ci. Donc, en ce moment, nous travaillons avec un autre postdoc sur vraiment le développement de cette méthode-là. Et la date limite, je pense que c'était le 11 septembre. Puis le 9 septembre, il m'a envoyé des données préliminaires. Donc, on est capable d'avoir le signal chez des jeunes personnes. Là, on va regarder ça chez des personnes âgées. Et finalement, ça, c'est une autre étude que nous avons faite, une autre méta-analyse de quelqu'un qui travaille sur le machine learning. Puis là, ici, vous voyez, il y a différentes méthodes qui nous permettent de... Je dis diagnostiquer, c'est pas le bon mot parce que les médecins qui sont là vont, c'est pas bon, identifier ou dépister la maladie de Parkinson. On ne diagnostique pas, mais on sait que toute cette veut dire, c'est que probablement il faut intégrer plusieurs mesures ensemble, des mesures cliniques
donc, par exemple, l'odorat, des mesures cliniques de l'évaluation motrice, mais avec les méthodes que nous avons à notre disposition, on peut analyser, par exemple, la démarche, l'écriture à la main, etc., avec une précision qu'on n'avait pas avant. Et en intégrant différentes mesures ensemble, probablement, on va être capable de trouver vraiment une mesure spécifique, une mesure qui nous permettrait de diagnostiquer ou d'identifier la maladie de Parkinson avec quelques années d'avance. Et ensuite, il y a d'autres équipes qui peuvent continuer à développer des méthodes d'intervention pour peut-être pas nécessairement trouver une thérapie curative, mais juste une thérapie qui ralentit le développement de la maladie. Donc, si on a quelqu'un de 55 ans, au lieu de dire dans 10 ans, tu vas avoir la maladie de Parkinson, ça va te prendre 40 ans, mais il peut se rendre heureux jusqu'à 95, puis il peut mourir d'autre chose, puis il ne va pas avoir la maladie de Parkinson. Donc, c'est un petit peu ça l'idée de tout ça. Donc, pour faire un sommaire, donc la maladie de Parkinson affecte à peu près 1% des 60 ans et plus. La maladie est associée avec un trouble de l'odorat qui précède les symptômes moteurs de 10 à 15 ans. Aussi, le trouble de l'odorat, on le retrouve chez 90 à 95% chez les patients avec la maladie de Parkinson. Donc, il est plus commun que le tremblement, par exemple. Les patients souffrant de la maladie de Parkinson, nos études montrent qu'ils montrent un pattern d'atteinte chimiosensorielle qui semble être spécifique à la maladie. Et ça nous permet de distinguer le trouble de l'odorat causé par la maladie de Parkinson des autres troubles de l'odorat causés par d'autres conditions. Et évidemment, ça pourrait nous servir, je reste donc conditionnel, pour faire un dépistage précoce. Et à ce moment-là, je vous remercie. J'ai écrit un livre sur l'odorat, si jamais ça vous intéresse, pour apprendre davantage. Ça, c'est mon équipe, mais là, la photo est vieille, parce que Colline, elle travaille maintenant avec Jean-François Gagnon, déjà. Lui a terminé, j'ai terminé, donc il faudrait que je renouvelle un petit peu, elle a terminé aussi, la photo. Et là, vous voyez aussi les organismes subventionnaires, et je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et pour votre attention. Merci. Allô. Merci beaucoup. On a 3 ou 4 questions en ligne. Je vais vous les poser, comme il ne nous reste pas beaucoup de temps, qu'il y a beaucoup de gens qui vont se déconnecter, je vais vous les poser une après l'autre tout de suite. Donc, on a Sabrina qui demande si un patient a perdu l'odorat pendant la COVID et qu'il a, jusqu'à date, donc, il n'a toujours pas retrouvé l'odorat, est-ce qu'il serait à risque d'en développer la maladie de Parkinson? Je vais les poser peut-être 2 à la fois, en fait, parce que sinon, c'est pas évident de retenir 4 questions. Et sinon, on a Rebecca qui demande le rôle des neurotransmetteurs, par exemple dopamine, dans l'odorat. OK. Oui, donc la première, on ne le sait pas. Donc, a priori, l'infection virale, c'est probablement un phénomène périphérique. Il va y avoir une régénérescence dans la majorité des cas. Il y a des gens qui ont des problèmes à plus long terme, mais on assume que c'est principalement quelque chose de périphérique qui a lieu dans la périphérie, que par exemple les cellules de souche olfactives qu'on retrouve dans l'épithèle olfactif ont été également atteintes par l'infection virale. Par contre, ça se pourrait très bien que les virus rentrent quand même dans le système nerveux central. Est-ce que c'est juste avec ceux qui ont un trouble de l'odorat ou pas? Mais ça se peut très bien. On ne sait pas. Donc, il faut attendre pour répondre à cette question-là. Ce serait... chez mes collègues, moi, je suis toujours celui qui porte tout à l'odorat. Donc là, on se rencontre, il y a des assemblées départementales avec les physiothérapeutes, puis moi, je dis hey, l'odorat dans tout ça. Et quand la pandémie a commencé, tu sais... tout le monde était chez eux, puis pas encore l'odorat, puis là, j'ai donné des entrevues. Donc moi, je trouverais ça bien excitant si ce serait le cas, si les gens qui ont un trouble de l'odorat vont développer la maladie de Parkinson. Et mon côté scientifique, mais mon côté humain, aimerait pas que ce soit le cas. Donc j'espère que non. Moi, dans l'ensemble. La deuxième question, si les récepteurs ou les transmetteurs, la dopamine, les neurotransmetteurs comme la dopamine, joue un rôle dans l'odorat. Pas principalement, c'est pas l'odorat, la voie olfactive. Il y a quelques neurones dopaminergiques dans tout ça, mais c'est pas principalement la dopamine qui permet la transmission des signaux.
Par contre, les neurones qui sont affectés dans le bulbe olfactif très tôt dans la maladie ne sont pas des neurones dopaminergiques, ce sont d'autres neurones cholinergiques, par exemple. Mais plus tard, lors du développement de la maladie de Parkinson, il peut avoir aussi une atteinte de toute motricité et l'odorat. À la base de l'odorat, il y a la motricité parce qu'il faut faire l'inspiration. Si on n'est pas capable de faire l'inspiration, il n'y a pas beaucoup d'odorat. Donc, il y a aussi ici un aspect moteur dans tout ça. Est-ce qu'on m'entend ou non? Il y a un phénomène qui est commun au trauma. On est dans un hôpital tertiaire de traumatologie. Je ramène ça à la trauma, c'est ce que je connais. Et le Parkinson qui passe à travers l'alpha-synucléine, qui est la dysautonomie. La dysautonomie post-commotionnelle est très connue. Même dans les traumas légers maintenant, nous on l'évalue, on voit une dysautonomie cardiovasculaire qui est après un coup de 40 G et plus chez nos athlètes notamment. Donc je t'invite à venir faire du testing avec ta machine à 5G sur notre plateforme portable Anytime You Want. Merci. Mais le point, c'est que quand tu parlais d'un mécanisme d'entrée dans le système, on peut penser qu'un coup à la tête ou une atteinte du système immunitaire, comme un trauma crânien ou un virus tel que le COVID, pourrait être à la base des enjeux de développement des problèmes olfactifs et éventuellement de la Parkinson's disease. Dans le Parkinson's, la dysautonomie est là chez tout le monde, c'est prodromal également, tout comme le problème olfactif qui vient avant la destruction du substantiel gras. Donc, en soi, il y a beaucoup de recherches à faire. Je pense que nos patients trauma crânien ont un risque plus élevé de développer un Parkinson également, qui découle de la nucléine à la base. Donc, en soi, ça serait vraiment cool de pouvoir étudier ça ensemble. Mais on a fait des études. Toi, tu es un petit peu comme moi sur l'odorat. Toi, c'est avec les commotions. Moi, on a fait des études ici, puis j'aimerais continuer à faire ces études-là, où on a regardé des personnes commotionnées, donc avec un TCC léger. Puis on a vu que ici et ailleurs, on a fait ces études-là, on a vu que dans les premières 24 heures après un traumatisme crânio-cérébral, les patients ont un odorat réduit sans qu'ils se rendent compte de tout ça, si on le compare avec un traumatisme orthopédique, par exemple. Et on a aussi vu que les gens qui, dans leur premier mois, ont des problèmes de l'odorat, à long terme, sont ceux qui vont avoir plus de problèmes du type anxiété, des symptômes dépressifs. C'est pas qu'ils vont développer la dépression, mais ils vont avoir des symptômes dépressifs. Donc, nous, on pense qu'avec l'odorat, on peut mesurer un petit peu l'intégrité du système limbique ici, vraiment dans la phase aiguë. C'est un autre sujet. Mais à long terme, ça peut se manifester par ces autres symptômes-là. Mais c'est clair qu'il y a un lien direct à faire et il y en a plusieurs facteurs qui jouent ensemble ici. Moi, je te soulève juste la réflexion qu'une atteinte du nerf vagal lors d'un contact à la tête qui passe dans le tronc très bas pourrait être à la base d'autant de Parkinson que du trauma crânien. OK. Oui. Donc, on pourrait, toi et moi, faire de belles affaires, mais tu sais, avec tout le monde, là, tout à fait. Susciter un intérêt de le faire. Oui, tout à fait. On va en prendre deux dernières en ligne. Désolé pour celles qui se sont rajoutées, là. On a déjà dépassé un peu. Donc, il y a Carmine qui dit merci beaucoup pour la conférence. Est-ce possible de faire une évaluation en prévention de la maladie Parkinson sans symptômes? Et si oui, vers quel âge à peu près? Et Grégory qui demande penses-tu que l'odorat pourrait être un indicateur sensible des inégalités territoriales en santé, un peu comme un capteur biologique des environnements dans lesquels vivent les populations? Bon, la première question, je ne sais pas si elle parle vraiment juste de l'odorat ou de l'évaluation neurologique. Si on a symptômes, moi, je viens de l'odorat. Je sais que c'est difficile d'avoir une évaluation de l'odorat. Il n'y a pas vraiment de spécialistes. Il y a quelques gens avec qui je travaille, à qui les gens peuvent se référer, qui ont perdu de l'odorat. Ça dépend vraiment de l'intérêt du médecin. Ça coûte cher en termes de temps.
et le temps, on ne l'a pas, malheureusement, dans notre système de la santé. Si quelqu'un a un soupçon d'avoir des premiers symptômes neurologiques, parce que, par exemple, il y a eu 2 parents qui ont eu la maladie de Parkinson, mais ça commence, mais là, probablement, la bonne idée, ça serait de voir son médecin de famille, puis peut-être aller voir un spécialiste encore. Mais je ne peux pas dire il faut aller vers cette personne ou l'autre personne. Maintenant, l'autre question de Grégory, que je trouve extrêmement intéressante, donc si on dit ça, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment une bonne réponse. Il y a des études, les tests de l'odorat qui ont fait typiquement sont des tests d'identification d'odeur. Donc je te donne une odeur, puis tu me dis ça sent quoi. Le premier test qui a été développé, c'est le University of Pennsylvania Smell Identification Test. On a 40 odeurs qui a été développé aux États-Unis. Puis pour ça, ils ont fait ce test dans les années 80. Ils ont fait ce test aux États-Unis, ailleurs, puis ils ont vu les Américains sont les meilleurs. Et le meilleur score, on trouve aux États-Unis, avec tous les autres pays. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que l'odorat est meilleur aux États-Unis, ou ça veut peut-être dire qu'il y a certaines odeurs ou descripteurs qu'on ne connaît pas ailleurs? La root beer, par exemple, moi, comme Européen, je ne connaissais pas ça avant de venir en Amérique du Nord. Donc, le problème, si la question c'est sur les inégalités, il faudrait, si on s'intéresse à l'odorat, il faut avant tout développer des tests qui sont indépendants de la culture de la personne en question, ce qui est déjà difficile. Donc, la problématique commence déjà là. Donc, je ne peux pas aller au-delà, mais c'est une question qui est extrêmement intéressante. C'est parfait. On va s'arrêter là-dessus parce qu'il est 13h05 déjà. On a dépassé un peu. Un grand merci, Dr. Prasnelli. C'était vraiment très intéressant, très pertinent. Merci à tout le monde d'avoir assisté également en ligne, à tous ceux et celles qui étaient présents sur place. Et on se revoit dans un mois pour les prochaines lunch conférences. Merci beaucoup. Merci beaucoup.